Alors, dans la partie suivante, donc, nous allons tenter de répondre aux questions suivantes. D'abord, comment créer une application fermée à la modification et ouverte à l'extension? Comment faire l'inversion de l'injection des dépendances? Et c'est quoi le principe de l'inversion de contrôle? Alors, tout ça, on va essayer de tenter de faire ça. Alors, pour répondre à cette question, il y a quelque chose qui est très important qu'il faut d'abord comprendre. C'est quoi la différence entre le couplage fort et le couplage faible? Dans la conception logicielle, il y a ce qu'on appelle les design patterns. En fait, il y a un cours que, sans doute, qui est programmé dans votre formation, qui sont les design patterns. Et pratiquement tous les patrons de conception, les design patterns, se basent sur ce principe-là, c'est la notion de couplage faible. Alors maintenant, on va l'expliquer. Je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre le couplage fort et le couplage faible. Parce que le début de la solution, elle est là. Alors, le couplage fort, c'est quoi? Alors, quand vous avez une classe A, qui est liée à une classe B par une association, qui peut être soit une agrégation ou bien une composition, peu importe, une association. Quand vous avez une classe qui est liée à une autre classe, on dit que la classe A est fortement couplée à la classe B. Quand vous avez un lien entre une classe et une classe, on dit que ça c'est ce qu'on appelle un couplage fort. Exemple, vous avez une classe B qui contient une méthode qui s'appelle getValue. Je suppose par exemple la méthode getValue, elle va se connecter à la base de données pour chercher une information. Et dans la classe A, vous avez une méthode calcul. Pour faire le calcul, j'ai besoin de faire appel à la méthode getValue de la classe B. Ça veut dire qu'à un moment donné, la méthode calcul de la classe A fait appel à la méthode getValue de la classe B. On dit que la classe A dépend de la classe B. C'est une dépendance, n'est-ce pas? Alors cette dépendance, si vous liez directement la classe A à la classe B, vous dites que vous avez un couplage fort. Alors ça signifie que dans la classe A, supposons que c'est une association de type A1. Ça veut dire que dans la classe A, vous allez déclarer un objet de type B. Vous déclarez une variable B de type B. C'est clair? Alors, c'est quoi le problème? En fait, au niveau fonctionnel, il n'y a pas de problème avec le couplage fort. Vous pouvez créer toute une application qu'avec le couplage fort. Vous allez l'exécuter, ça va marcher, il n'y a pas de problème. Le problème, il est où? Ce n'est pas dans l'aspect fonctionnel de l'application. Le problème du couplage fort, c'est au niveau de la maintenance, au niveau de l'évolution. Ça veut dire quoi? Imaginez que vous avez créé la première version de votre application avec cette classe A et B. Vous avez packagé l'application, vous l'avez installée chez le client. 6 mois après, nous avons besoin de créer une deuxième version de la classe B. Une deuxième version. Ça veut dire que vous avez besoin de créer une autre classe qui s'appelle B2, qui contient toujours une méthode qui s'appelle getValue. La différence entre la méthode getValue de la classe B2 et la méthode getValue de la classe B, c'est quoi? C'est que la méthode getValue de la classe B, c'est une version améliorée de la méthode getValue de la classe B. C'est une version améliorée. C'est de la maintenance. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Plein de choses. Par exemple, dans l'ancienne méthode, il y avait un bug de sécurité. Je le corrige ici. Par exemple, dans l'ancienne version, il y avait un algorithme X, et dans la deuxième version, je vais utiliser un algorithme qui est beaucoup plus rapide. Encore, dans la méthode getValue de la classe B, pour récupérer la donnée, je fais appel par exemple à une base de données relationnelle, et que dans la deuxième version, au lieu d'aller vers la base de données, je voudrais lire l'information à partir d'un capteur ou bien à partir d'un web service. Vous savez que c'est des choses assez courantes. Vous dites, j'ai une application qui permet de chercher, par exemple, j'ai besoin de faire un calcul, mais pour faire le calcul, j'ai besoin de connaître la température. C'est ça?
j'appelle une méthode qui s'appelle getValue qui permet de me retourner la température. Dans la première version, je suppose que la méthode getValue va chercher la température dans une base de données. L'application marche, etc. Mais après, le client, il m'appelle, il me dit, en fait, dans l'ancienne version, on cherche la température dans la base de données, mais maintenant, il y a un moyen d'appeler directement un web service. Donc ici, vous allez créer une autre méthode getValue. Au lieu de se connecter à la base de données, vous allez envoyer une requête vers un web service qui va vous donner cette information. Encore, la méthode getValue, elle va être connectée à un capteur qui est installé et qui permet de vous donner la température en temps réel, par exemple. Ça, c'est des changements. En tout cas, donc j'ai une nouvelle version de la classe B2 que je vais créer. Alors le problème, c'est quoi? C'est que si je veux que la classe A utilise la classe B2 dans la deuxième version au lieu de la classe B, qu'est-ce que je dois faire? Il faudrait modifier le code source de la classe A. Pourquoi? Vous savez que dans la classe A, au début, j'ai déclaré un objet de type B. Mais si vous voulez utiliser B2, il faut déclarer un objet de type B2. Ça veut dire qu'il faut modifier le code source de la classe. Vous voyez déjà, le problème du couplage fort, c'est quoi? C'est que s'il y a une classe qui évolue, s'il y a une nouvelle version de la classe B, on est obligé de modifier le code source de la classe A. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes convaincu? Alors ça veut dire quoi modifier le code source? Ça veut dire l'histoire que je vous ai racontée. Il faut d'abord avoir le code source, parce que parfois on n'a pas le code source. On veut bien régler le problème dans une application, mais je n'ai pas le code source. Si vous avez le code source, vous allez vous balader dans le code source. Là, vous trouverez B, vous allez le remplacer par B2. Le problème, c'est que parfois vous compilez, ça marche, etc., mais vous oubliez quelque part dans une autre classe. C'est-à-dire, il y a des oublis, n'est-ce pas? L'essentiel, c'est que vous allez maintenir l'application au niveau du code source. Et j'ai déjà expliqué tout à l'heure qu'une application qui est ouverte à la modification, c'est généralement une application qui finit à la poubelle. Alors nous, on ne veut pas ça. Donc ça veut dire que le couplage fort, c'est un problème pour la maintenance. C'est bon? Alors sinon, au lieu d'utiliser le couplage fort, on peut utiliser le couplage faible. Alors le couplage faible donc, va faire appel aux interfaces et des classes abstraites. Alors là, on va utiliser quelque chose qui s'appelle le polymorphisme, qui va me permettre de régler ce problème. Alors, avec le couplage faible, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien. Avant de créer la classe B, comme j'ai fait tout à l'heure, avant de créer la classe B, je vais d'abord créer une interface qui s'appelle IB. Une interface IB. Alors, dans l'interface, je vais déclarer une méthode qui s'appelle getValue. Donc, je crée une interface d'abord, dans laquelle je déclare l'interface. Vous savez que dans une interface, on ne déclare que la signature des méthodes. Donc, je vais créer une interface dans laquelle je vais déclarer la méthode getValue. Ensuite, je vais créer une implémentation de l'interface IB. Je dis bien une implémentation. Parce qu'on peut dire, je vais créer une classe qui implémente l'interface. C'est correct. Ça veut dire quoi, créer une classe qui implémente l'interface? Ça veut dire, classe B implements IB, et vous allez redéfinir la méthode getValue. Ce sont deux ce que vous avez appris au niveau de l'héritage, n'est-ce pas? Au lieu de dire, je vais créer une classe qui implémente l'interface, je peux dire, je crée une implémentation de l'interface. Si vous dites l'implémentation de l'interface, c'est également correct, mais si vous dites je vais créer une implémentation de l'interface, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que si vous dites je vais créer une implémentation de l'interface, ça signifie donc dans votre cerveau, il se peut que d'ici 6 mois ou 7 mois, j'aurai besoin de créer une autre implémentation. Donc vous voyez, donc, à chaque fois qu'on implémente une interface, ne prenez pas l'instant. Vous dites je crée une implémentation, une. Je préfère au niveau d'une manière professionnelle vous montrer que vous pensez toujours à la maintenance du logiciel. Je crée une implémentation. Donc je vais créer la classe B qui implémente l'interface
IB. Et je vais redéfinir la méthode getValue. Maintenant, je vais créer la classe A. Alors tout à l'heure, la classe A, elle dépend de la classe B. Alors maintenant, pour que la classe A ne dépende pas de la classe, il va dépendre de l'interface. C'est-à-dire, vous allez avoir la classe A que vous créez, elle est liée à l'interface. Et quand vous avez une classe qui est liée à une interface par une association, c'est une association toujours, au lieu d'une classe, on dit que ça c'est un couplage faible. Ça signifie que la classe A, dans la classe A, vous allez déclarer une variable B de quel type? De type IB, interface. Ça signifie quoi? Ça signifie que la classe A est prête à fonctionner, avec n'importe quelle classe qui implémente cette interface. J'ai créé une classe qui est prête à fonctionner avec n'importe quelle classe, que ce soit B1, B2, B3, etc. Mais il y a une seule condition, c'est que la classe devrait implémenter cette interface. Alors ça, c'est le début de la solution. C'est le couplage faible. Ça signifie que vous avez créé la première version de votre application, ça marche. 6 mois après, il y a le client qui vous appelle, il vous dit, dans l'ancienne version, on faisait appel à une base de données, mais dans la deuxième version, on va utiliser un web service. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous arrivez directement, est-ce que vous allez chercher le code source? Non. Vous allez créer une nouvelle classe, B2, qui implémente une interface qui existe déjà, n'est-ce pas? Et vous allez redéfinir la méthode getValue. Et quand vous créez cette classe B2, est-ce que vous êtes obligé de modifier le code source de la classe A? Non. Pourquoi? Parce que la classe A, elle est liée à l'interface. Il n'est pas lié à la classe. C'est clair? On dit que la classe B2, la classe B implémentation 2, c'est une extension. N'est-ce pas? Donc vous avez déjà une idée, c'est que l'idée au niveau conception, ce genre de conception, elle est fermée à la modification. Pourquoi elle est fermée à la modification? Parce que même s'il y a une nouvelle version de la classe B, je ne suis pas obligé de modifier la classe A, le code source. Il est ouvert à l'extension. Pourquoi il est ouvert à l'extension? Parce que vous avez ici une interface. À chaque fois, si je veux ajouter une nouvelle version, il suffit de créer une classe qui implémente cette interface. C'est clair? C'est clair? Presque? Alors, on n'a pas encore corrigé le problème, parce qu'il faut se poser quand même une question, n'est-ce pas? J'attends toujours cette question. Comment? Avec New, oui. Alors, la question que vous allez vous poser, maintenant, comment on peut savoir, est-ce qu'on va utiliser à quel moment on va décider est-ce qu'on va utiliser B1 ou bien B2? Parce qu'au niveau conception, ça marche. Mais au niveau implémentation, au niveau instantiation, il faut savoir comment. N'est-ce pas? Parce que si dans la classe A, vous faites new B, le problème n'est pas réglé. Alors justement, c'est ce que nous allons voir. Ça, c'est un problème qui va être réglé par ce qu'on appelle l'injection des dépendances. Tout ce que je sais quand j'écris mon code, que la classe il est liée à une interface. Mais je ne connais pas la classe. Après, je vais vous montrer comment on va faire ça, on va résoudre ce problème en utilisant l'injection des dépendances. Alors, si vous voulez, sans trop tarder, donc je vais rester là et je vais vous faire la démonstration. On va regarder un exemple d'application. Alors, on va regarder cet exemple-là. Supposons que j'ai une application qui se compose de 3 couches. Il y a une couche DAO, dans laquelle je définis une méthode getValue qui permet d'accéder à la base de données pour récupérer une donnée. J'ai la couche mythique qui définit une méthode calcul qui permet de faire un calcul. Mais pour faire ce calcul, j'ai besoin de faire appel à la méthode getValue. Et j'ai une couche présentation dans laquelle je vais juste saisir la donnée. Je vais saisir les données par exemple. J'appelle la méthode calcul et la méthode calcul va me retourner un résultat que je vais afficher. Moi, ce que je vais faire, c'est une petite application, mais je voudrais que cette application soit fermée à la modification et ouverte à l'extension.
Alors, pour qu'on puisse faire ça, on va utiliser un IDE. Je vais utiliser. Vous avez l'habitude de travailler avec Eclipse, IntelliJ, hein? Eclipse. Alors, de toute façon, nous allons utiliser Eclipse et IntelliJ les deux. À un moment donné, peut-être on va faire les TP avec Eclipse parce que c'est un outil qu'il faut, bien sûr, que vous avez l'habitude d'utiliser. Mais à partir d'un moment donné, surtout d'ici l'année prochaine, généralement, dans la majorité des cas, vous allez utiliser IntelliJ. C'est un IDE qui est aussi complet. Et c'est beaucoup mieux que Eclipse en tout cas. Donc c'est ce que vous allez voir, n'est-ce pas? Mais pour moi, l'IDE, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, vous utilisez NetBeans ou bien Eclipse ou bien vous utilisez votre IDE préféré. Si vous vous sentez à l'aise avec Eclipse, vous n'avez pas envie de changer les IDE, il n'y a pas de problème. Alors en tout cas, supposons que je suis dans un environnement Eclipse, je vais créer un projet. Je vais créer un projet Java, simple. Un projet Java que je vais appeler TP inversion de contrôle. Alors, pour créer l'exemple suivant, nous avons besoin d'abord de créer cette interface. Idéal. Je vais créer une interface que je vais appeler IDEAL. Je la mets dans un package IDEAL. Suivez bien. Alors, tout ce que je sais, c'est que l'interface IDEAL devrait déclarer une méthode qui permet de retourner un double. La méthode s'appelle par exemple getData. Quand je dis getData, mais je ne sais pas getData, est-ce que je vais la chercher sur la base ou là? Ça, c'est de la conception. Alors maintenant, j'ai créé l'interface. Après, je vais créer une implémentation de cette interface. Alors, créer une implémentation de cette interface, ça signifie créer une classe qui s'appelle DAO implémentation, qui implémente cette interface. L'interface s'appelle IDEAL. Vous savez que quand vous implémentez l'interface, vous voyez la classe, elle est soulignée en rouge. Ça signifie quoi? On est obligé de redéfinir les méthodes qui sont déclarées dans l'interface. Alors vous cliquez sur l'erreur et après vous dites implémenter. Ça veut dire que celui qui crée les classes, généralement, ce n'est pas lui qui définit la signature des méthodes. Parce que la signature des méthodes, elle est déjà déclarée dans l'interface. C'est bon? Alors, je reviens en arrière. C'est qui crée les interfaces? Le concepteur. Quand vous créez les interfaces, vous jouez le rôle de concepteur. C'est qui crée les classes qui implémentent les interfaces? Les développeurs. Alors je m'arrête ici. Pourquoi? Parce que quand vous créez l'interface, parfois je suis un concepteur, je sais que j'ai besoin d'une méthode qui s'appelle getData. Je crée l'interface, je suis concepteur. Et après j'ai un développeur, je lui demande crée-moi une implémentation de cette interface dans laquelle tu vas chercher la donnée à partir d'une base de données relationnelle. N'est-ce pas? J'ai un autre développeur, je vais lui demander crée-moi une autre implémentation de cette interface dans laquelle tu vas chercher la donnée dans un fichier XML. N'est-ce pas? Moi, je suis concepteur, j'ai créé une interface. Mais j'ai deux développeurs, chacun va créer une implémentation de cette interface. Sauf que les deux développeurs, je les oblige en tant que concepteur à respecter un contrat. C'est quoi ce contrat-là? C'est tout simplement c'est l'interface. C'est clair? Alors pourquoi je vous dis ça? Mais pourquoi je m'arrête à chaque fois de temps, quelques secondes? Parce que je sais que parfois il y a des informations qui restent là, ils ne veulent pas rentrer. Il faut laisser beaucoup d'exemples pour qu'ils rentrent dans votre cerveau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois vous créez l'interface et vous créez la classe, c'est-à-dire vous jouez les deux rôles. Quand vous créez une application vous-même, vous créez l'interface et vous créez une classe qui implémente l'interface. Alors quand vous créez l'interface,
il faut mettre la casquette de concepteur. Ça veut dire que vous êtes en train d'obliger le développeur à respecter la signature de la méthode. C'est qui le développeur? C'est vous-même. Et quand vous créez la classe, c'est que vous êtes en train de respecter les consignes du concepteur. C'est qui le concepteur? C'est vous-même. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que généralement, quand c'est-à-dire vous créez l'interface et vous créez la classe, à un moment donné, vous dites, bah, je vais sauter cette interface-là, je vais directement créer la classe. Je crée l'interface pour créer une classe qui implémente l'interface, pour obliger le développeur à respecter la signature des méthodes, mais moi je suis le développeur. Est-ce que vous voyez le problème? Et qu'est-ce qui se passe parfois? C'est que vous créez des classes sans passer par les interfaces. Parce que tout ce qui vous intéresse, c'est que l'application fonctionne. Vous ne pensez pas à la maintenance. Alors, maintenant, dans la méthode getDAO implémentation, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais mettre ici un commentaire. Par exemple, je me connecte à la base de données, etc., etc. Je récupère une donnée égale 98 et je vais retourner data. Alors, vous avez compris que l'objectif pour moi, ce n'est pas de se connecter à la base de données. L'essentiel, j'ai un traitement, j'ai un algorithme ici, n'est-ce pas, en commentaire. Au final, donc, j'ai une donnée que je vais retourner. Donc ça, c'est la méthode getData. Maintenant, vous avez créé la couche DAO, on va créer notre couche métier. Je vais créer une autre interface qui s'appelle métier. Alors, l'interface est métier. Je vais changer de package pour séparer les rôles. Alors, maintenant, quand je suis dans l'interface métier, elle a où le besoin fonctionnel? C'est-à-dire, il y a le diagramme use case que vous avez, c'est ce que vous avez dans le métier. C'est-à-dire, c'est quoi notre besoin? Je veux faire un calcul. Donc, ça veut dire que dans cette interface, j'ai besoin d'une méthode qui s'appelle calcul. Pour le moment, il y a juste quelque chose de plus simple. Et après, la même chose, on a besoin de créer une implémentation de cette interface. On va implémenter l'interface et après, on va redéfinir la méthode calcul. C'est bon? Alors maintenant, ça c'est un cas intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai un algorithme que je dois implémenter ici qui va faire du calcul. Mais pour faire le calcul, j'ai besoin de faire appel à la méthode getData. Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc ça veut dire qu'il y a un couplage. Il y a une association ici, n'est-ce pas? Alors pour ne pas faire un couplage fort, je vais utiliser un couplage faible. Alors pour traduire le couplage faible, je vais déclarer ici un objet. Je ne connais pas la classe. Je connais que l'interface. C'est DAO. Et DAO. Alors le fait d'utiliser ça, c'est quoi ça? C'est des couplages faibles. Attention, je ne vais pas faire ça égal new, parce que vous aimez beaucoup ça. Égal new, n'est-ce pas? Mais si vous faites new, tu ne peux pas mettre new interface. Il faut mettre new classe. Et si vous faites new classe, c'est que c'est un couplage fort. Donc moi, ce que je vais faire, donc je dis, j'ai un objet de type DAO. Je ne sais pas, dans DAO, c'est quoi la valeur par défaut? Nul. C'est-à-dire, je n'ai pas encore créé l'objet. Je ne veux pas le créer maintenant, parce que si je veux le créer maintenant, mon application sera foutue. Donc, tout ce que je sais, j'ai un objet de type DAO. Après, je vais appeler la méthode getData, D égale DAO.getData. Pas de problème. Et là, j'utilise le polymorphisme, c'est-à-dire que le compilateur, il ne va pas vous dire
getData, tout ce pour le compilateur DAO, c'est quoi? C'est un objet de type DAO. Et DAO, il contient une méthode getData pour lui, c'est bon, pas de problème. Hein? Oui, pour le moment, justement, il ne faut pas commencer à exécuter. Vous êtes en train d'écrire des codes, mais vous êtes en train de dire, supposons que j'ai une classe qui est liée à une interface. Mais pour le moment, je ne sais pas l'objet DAO, est-ce que je vais lui affecter un objet DAO implémentation version 1 ou bien version 2 jours. C'est le principe du couplage faible. Donc vous laissez vos objets nuls à un moment donné. Mais après, on va voir quand est-ce qu'on va définir les objets. Vous suivez? Bien. Alors maintenant, je vais faire mon calcul. Le résultat, par exemple, égale D multiplié par 23. Voilà, je fais juste un calcul et je vais retourner le résultat. Alors, sauf que ici, j'ai un attribut DAO qui est privé. Il me faut une méthode, un setter. Set. Un setter qui va me permettre, à un moment donné, d'injecter une valeur à cette variable. Je préfère utiliser injecter parce que ça, c'est ce qu'on va appeler l'injection des dépendances. Donc cette méthode setter, donc vous avez l'habitude de générer ce genre de méthode. Source, generate, getters and setters. Alors je n'ai pas besoin du getter, j'ai besoin surtout du setter parce que c'est le setter que je vais utiliser pour faire l'injection de dépendance. Rappelez-vous bien, la méthode setDAO, elle reçoit un objet de type DAO. C'est bon. Alors maintenant, je vais passer à la couche présentation. C'est-à-dire quelque chose que je vais exécuter, avec le main que vous créez d'habitude. Alors, je vais appeler, donc ça c'est présentation 1, parce que je vais créer 3 versions. Alors, dans la couche présentation, on va se permettre de faire un peu de couplage fort dans un premier temps. Si vous voulez que votre application puisse fonctionner, vous allez commencer à créer un objet de la classe métier, parce que tout ce qui vous intéresse, vous, c'est la méthode calcul. Vous faites métier, implémentation égale new, métier, implémentation. Alors, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de créer un objet, métier, de quelle classe? Métier, implémentation. Vous avez quelque chose comme ça. Vous avez l'objet métier, de métier implémentation, mais il ne faut pas oublier que dans l'objet métier, vous avez une variable qui s'appelle DAO. Alors pour le moment, elle est nulle. Je n'ai pas encore défini de valeur. Alors qu'est-ce qui se passe si j'appelle la méthode calcul? Métier.calcul. Est-ce que ça va marcher d'après vous? Non. Je crois que M. Nager il va vous dire pourquoi vous ne savez pas ce qui va se passer. Il y a une exception. Nul pointer exception. Alors, c'est l'une des exceptions qu'il faut comprendre, c'est celle-là. Alors, vous appelez la méthode calcul. N'est-ce pas? Et la méthode calcul, il vous dit bien ici, dans la méthode calcul, vous cliquez sur cette erreur, il vous dit que quand vous appelez la méthode calcul elle-même, elle appelle un objet DAO, getData. Il appelle la méthode getData dans un objet qui s'appelle DAO. Or, DAO, c'est quoi sa valeur? C'est nul. Vous faites appel à la méthode d'un objet qui n'est pas encore créé. Donc, vous allez avoir cette exception null pointer exception. Et null pointer exception, c'est une exception non surveillée qui arrête l'exécution de l'application. C'est un bug. Quand vous avez un null pointer exception, votre application s'arrête. C'est grave. C'est pas? Alors, c'est quoi la solution? Pour que votre application puisse fonctionner, on sait que normalement, pour que notre application puisse fonctionner, il faut l'objet DAO métier, il a besoin d'un objet de la classe DAO. Donc, ça veut dire que pour que ça marche, il va falloir faire quelque chose comme ça. Avant de créer l'objet métier, il faut d'abord créer l'objet DAO. DAO implémentation égale new DAO implémentation.
Alors, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de créer deux objets. Vous avez créé un objet DAO implémentation et vous avez créé un objet métier implémentation. Pour le moment, ces objets ne sont pas encore associés. Maintenant, on va les associer. Et pour les associer, on va faire ce qu'on appelle l'injection des dépendances. Pourquoi? Parce que maintenant, avec l'objet, il dépend de l'autre. C'est moi qui va les lier. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Pour le faire, je vais utiliser métier, point quoi? Set. Le setter que j'ai créé tout à l'heure, et je lui donne l'objet BA. Alors, si j'exécute mon application, sans doute, c'est quelque chose qui va marcher maintenant. Ça marche. Mais on n'a pas encore réglé le problème. Mais c'est déjà très bien. Pourquoi? Regardez bien. Alors, dans notre conception, avec cette conception que nous avons ici, on va se poser la question. La couche DAO, c'est-à-dire cette partie-là, est-ce qu'elle est fermée à la modification? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que la classe DAO ne dépend d'aucune autre classe. Quand vous avez une classe qui ne dépend pas d'une autre classe, vous pouvez dire que la classe est fermée à la modification. Est-ce qu'elle est ouverte à l'extension? Oui, parce qu'il y a une interface. Ça veut dire à n'importe quel moment donné, je peux ajouter une nouvelle implémentation de cette interface. La couche métier, la même chose. Est-ce que la classe métier implémentation est fermée à la modification? Oui. Pourquoi? Parce que la classe métier ne dépend d'aucune autre classe. Il dépend que d'une interface. Quand vous dépendez d'une interface, vous pouvez dire qu'elle est fermée à la modification. Est-ce qu'elle est ouverte à l'extension? Oui. Pourquoi? Parce que vous avez une interface. À n'importe quel moment donné, je peux créer une nouvelle classe qui implémente cette interface. C'est une nouvelle version. Alors maintenant, on arrive à la couche présentation. Est-ce qu'elle est fermée à la modification? Non. La version que nous avons créée ici, vous avez des new, n'est-ce pas? Vous avez des classes. Ça veut dire que si j'ai une nouvelle version DAO implémentation version 2, ben, il faut modifier le code source ici. Mais c'est déjà très bien. Pourquoi? Pourquoi c'est très bien? Parce que, imaginez que la couche DAO, vous avez une centaine de classes et d'interfaces. Dans la couche métier, vous avez une centaine d'interfaces et de classes qui sont fermées à la modification, ouvertes à l'extension. Et vous arrivez à une seule classe dans votre application, c'est là où vous mettez des new. N'est-ce pas? Ça veut dire que quand il y aura de la maintenance, la seule classe qui va subir la maintenance au niveau des codes sources, c'est cette classe. Quand vous allez faire évoluer l'application, le seul code source que vous allez changer dans l'application, c'est cette partie-là. Alors, on dit que cette classe-là, c'est ce qu'on appelle une fabrique d'objets. Parce que c'est là où vous mettez des new. Je crée cet objet-là, je crée cet objet, je branche cet objet avec celui-là. C'est ce qu'on appelle une fabrique, mais ce n'est pas une vraie fabrique, c'est-à-dire design pattern. Mais c'est là où je crée mes objets. Vous suivez jusqu'à présent? Très bien. Alors maintenant, on veut faire mieux. Je voudrais que la couche présentation elle-même soit fermée à la modification parce que je voudrais que toute l'application soit fermée à la modification et ouverte à l'extension. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tout simplement, pour faire ça, je devrais plus utiliser new. Ben, new, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, n'est-ce pas? Mais quand vous êtes un chef de projet, quand vous regardez, je trouve new comme ça, new, mais c'est du couplage fort. Est-ce que tu as pensé à la maintenance? Non, monsieur. Je ne veux pas de new. Alors comment mon application peut fonctionner sans new? Parce qu'on sait que si on ne crée pas les objets, l'application ne peut pas fonctionner. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bien, tout simplement, au lieu de faire ce qu'on appelle, ça c'est déjà ce qu'on vient de faire ici, on vient de faire ce qu'on appelle l'injection des dépendances par instantiation statique. Instantiation statique. Ça veut dire quoi, instantiation statique? Ça veut dire new. Alors, quand vous utilisez new, c'est de l'instanciation statique. Ça signifie qu'au moment de l'écriture de votre code, ça suppose que la classe existe déjà. Parce que si la classe DAO n'existe pas, je ne vois pas comment vous allez utiliser new.
Alors maintenant, est-ce qu'il y a un moyen qui me permet d'instancier les classes d'une manière dynamique, sans passer par new, sans faire l'instanciation statique? La réponse est oui. Généralement, les langages de programmation compilés offrent deux mécanismes pour instancier les classes. Il y a l'instanciation statique, c'est celle que vous connaissez. Il y a l'instanciation dynamique. Alors, l'instanciation dynamique, comment il marche? Maintenant, je vais utiliser l'instanciation dynamique pour régler ce problème. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai oublié cette version-là. Je vais créer un fichier de configuration, un fichier texte dans mon projet, dans la racine de mon projet. Je vais utiliser new file, un simple fichier texte, new file, que je vais appeler config.txt. Alors ce genre de fichier, c'est des fichiers souvent XML ou bien des fichiers JSON, parce que toutes les applications que vous utilisez utilisent des fichiers de configuration. Rassurez-vous, bon, c'est exactement à peu près ce qu'on va faire, juste on va le faire sous forme d'un fichier texte dans un premier temps. Alors ce que je vais faire dans ce fichier-là, je suppose que la classe DAO se trouve dans la première ligne. Je vais écrire dans la première ligne DAO, c'est le package. La classe s'appelle DAO implémentation. Dans la deuxième ligne de ce fichier-là, je vais écrire métier implémentation. C'est un fichier de configuration. Ça veut dire que si je veux utiliser la version 2, je vais mettre ici version 2. Si je veux utiliser la deuxième version de la couche métier, je vais utiliser version. C'est-à-dire dans ce fichier-là, c'est là où je vais spécifier quelles sont les classes que je vais utiliser dans mon application. N'est-ce pas? Pour le moment, j'ai deux classes, métier et DAO. Alors, si je suppose que j'ai un fichier de configuration dans mon application, je vais maintenant créer la couche présentation, la deuxième version. Alors, dans la deuxième version de la couche présentation, je vais faire ce même travail-là, ce que je viens de faire, ce code, que je sais déjà faire d'une manière statique, je vais le faire d'une autre manière, mais dynamique. Sauf que cette fois-ci, je ne connais pas les noms des classes, parce que je sais que les noms des classes se trouvent dans un fichier. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, il faut lire le fichier texte. Alors, pour le lire, je vais faire plus simple. Je vais utiliser la classe scanner, par exemple, égale new scanner, et j'appelle new file. C'est un fichier. Mon fichier s'appelle config.txt. Alors, je vais juste faire un try catch. Alors, je préfère faire un try catch au lieu de throws. Comme ça, vous allez voir les exceptions possibles à gérer. C'est bien. Scanner. Après, je vais lire la première ligne du fichier texte que je vais appeler DAO class name égale scanner.next line. Alors, quand vous dites next line, c'est que tout simplement vous lisez la première ligne du fichier texte. Si vous faites system.out.println DAO class name, vous exécutez, qu'est-ce que vous voyez là? C'est bon, ça marche. C'est-à-dire, qu'est-ce que je viens de faire? Au moment de l'exécution, vous voyez donc, au moment de la compilation, je ne connais pas le nom de la classe. Regardez, c'est pas statique. Statique, ça veut dire, au moment de la compilation, je connais déjà le nom de la classe. Mais ici, au moment de la compilation, je ne connais pas le nom de la classe. Mais par contre, au moment de l'exécution, quand l'application s'exécute, c'est à ce moment-là qu'il va vers un fichier pour récupérer le nom de la classe. Ça veut dire que maintenant, je connais le nom de la classe. Bien. Si je connais le nom de la classe, je veux maintenant, moi je ne veux pas le nom de la classe, mais je veux créer un objet de cette classe. Je veux l'instancier. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux faire new? Ça ne marche pas new. New variable. Alors quand vous faites ça, new quoi?
New variable. C'est quoi ça? Votre compilateur, il sera furieux. Donc il va crier. C'est quoi ça? Je crois même Eclipse, il va quitter l'environnement sans que vous lui disiez. Ça va? C'est pas normal. Parce que tout ce que vous avez après new, il faut mettre une classe qui existe. Donc, new ne marche plus. Donc, cette fois-ci, on va le faire d'une manière dynamique. Alors, pour le faire d'une manière dynamique, on va charger d'abord le bytecode de la classe en mémoire. Comment? Alors, pour le faire d'une manière dynamique, on va déclarer un objet de type classe avec C majuscule. On va l'appeler DAO CDAO égale. Alors, comment charger dynamiquement les classes en mémoire? For name, exactement. Class.forName. Alors, je crois que forName, vous l'avez utilisé dans l'accès aux bases de données, n'est-ce pas? C'est souvent, si vraiment vous n'avez pas vu comment faire l'instanciation dynamique, c'est que quand vous voulez accéder à une base de données, via l'API GDBC, on vous dit la première des choses qu'il faut faire, il faut charger le payload GDBC en mémoire. Et si vous voulez charger le payload GDBC en mémoire, vous mettez class.forName. Ça signifie quoi? Ça signifie forName. Au moment de l'exécution, il va chercher si cette classe existe, DAO class name. Vous lui donnez le nom de la classe. C'est une chaîne de caractères. Il va chercher si cette classe existe physiquement. S'il existe, il va charger le bytecode en mémoire. Il va charger la classe en mémoire. Et quand une classe est chargée en mémoire, dans Java, ils sont chargés sous forme d'un objet de type classe avec C majuscule. Toutes les classes que vous utilisez dans votre application sont chargées en mémoire sous forme d'un objet de quel type? De type classe avec C majuscule. Donc si vous mettez new dans votre application, vous faites new personne. New personne. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites new personne la première fois, le premier objet personne que vous allez créer, qu'est-ce qu'il fait la machine virtuelle? Il va d'abord chercher la classe personne, le code, il le charge en mémoire, sous forme d'un objet de type classe, et après il vous crée un objet de cette classe. C'est-à-dire que toutes les classes que vous utilisez, elles sont chargées en mémoire une seule fois, sous forme d'un objet de type classe. Alors ça, c'est un petit détail qu'il faut également connaître. Alors si la classe existe, il va la charger en mémoire et il va vous retourner un objet de type classe, n'est-ce pas? Mais si la classe n'existe pas, l'exmia que vous avez donné est fausse. Alors avec le payload GDBC dans MySQL, vous allez trouver une exception qui est très connue également. Il va vous générer une exception qui s'appelle class not found exception. C'est pour cela qu'il vous souligne ça en rouge. Il vous dit, je ne peux pas faire add for name parce qu'il se peut que la classe que vous avez spécifiée, il se peut qu'il n'existe pas. Donc ça veut dire que si vous voulez que ça marche, il faut ajouter encore un autre catch, n'est-ce pas? Je n'ai pas catch. Class not found exception. Bon, vous savez, dans Java 8, au lieu de faire catch, vous pouvez faire ça. Catch la première, pipe, deuxième, pipe, etc. Donc vous voyez donc ici, si ça ne marche pas, vous avez class not found exception. Ou tout simplement, vous allez dire, au lieu de faire catch, vous faites un seul catch. Au lieu de faire ça, vous faites catch exception. Quelle que soit l'exception, n'est-ce pas? Le fait d'utiliser ici catch exception, il ne va plus vous déranger, n'est-ce pas? Hein? Mais en même temps? Jamais, il n'y a jamais de... Alors dans une application... Qui fait en même temps? Non, en fait, dans l'exécution, parce que l'exécution elle est séquentielle. Ça, c'est de la programmation séquentielle. Dans l'exécution, il exécute la première. Quand il exécute, généralement, quand il y a une exception qui est générée, il ne passe plus à la suite. Donc, dans l'ordre, dans le temps, il y a une seule qui est générée. Soit l'autre, soit l'autre. Ah ouais.
au fait E, E, ça peut représenter soit file not found exception, soit class not found exception. N'est-ce pas? Alors peut-être le code que vous avez l'habitude d'utiliser, c'est celui-là. Vous faites ça. Add catch. Oui, parce que ça c'est le. Ça c'est E. Vous mettez E, n'est-ce pas? Et vous ajoutez un autre catch. Sauf que cette fois-ci c'est class not found exception. Et vous faites la même chose. C'est bon? De toute façon, catch. Au lieu de faire ça, tout simplement faites pipe class not found exception E. Et vous supprimez ça ici. Class not found. Bon, bref. Mais pourquoi j'insiste beaucoup à il y a les exceptions. La première que je vous ai montrée, c'est ça. Null pointer exception. Il faut la connaître. La deuxième. Class not found exception. Si vous faites J2E, quand vous utilisez des frameworks, parfois vous exécutez votre application, vous regardez les exceptions, vous trouverez des trucs comme ça. Class not found. Vous allez juste comprendre que au moment de l'exécution, elle cherche une classe, mais cette classe n'existe pas. Donc forcément pour vous, ça s'est fait, il vous faut un jar, une librairie qu'il faut ajouter à votre projet pour que votre application puisse fonctionner. Ça c'est not found exception. Alors maintenant, j'ai la classe qui est chargée en mémoire. Moi, ce que je veux, c'est créer un objet de cette classe. Alors pour créer un objet d'une classe, d'une manière dynamique, on va utiliser CDAO .new instance. Donc, new instance, c'est créer une instance d'une classe. Donc, c'est l'équivalent de new, statique. Mais new instance, il retourne un objet de quel type? De type object. New instance retourne un objet de type object. Mais également, la méthode new instance taïa, il peut générer une exception. L'exception. Parce que new instance, il va chercher le constructeur par défaut. New instance, il fait appel au constructeur sans paramètre de la classe. Imaginez que votre classe ne contient pas un constructeur par défaut, sans paramètre. La new instance, il génère une exception. Elle égale access exception, ou parfois no default constructor, parce que ça, c'est une description qui est faite. Donc, ce qui fait, si vous voulez, comme maintenant ajouter un autre catch, vous allez trouver ici instantiation exception, elle égale access exception. L'instanciation dynamique, ça peut générer tout ça, n'est-ce pas? Alors ces catchs, comme je disais, tous ces catchs que vous voyez là, il y a une autre exception, après je vais les enlever, n'est-ce pas? Alors, la méthode, donc new instance, il génère plutôt un objet, il instancie l'objet, il instancie la classe, il va retourner un objet de type object. Mais en fait, moi, je connais le type de l'objet. Je ne connais pas la classe. Mais je connais quelque chose. Exactement. Regardez. Je ne connais pas la classe, version 1 ou la version 2, mais je connais l'interface. Ça, c'est important. C'est-à-dire, vous retenez les objets uniquement l'interface. Ça veut dire qu'ici, donc, je vais déclarer, au lieu de object, je vais le déclarer de type I et DAO. Donc, cet objet-là s'appelle DAO. Donc, vous avez new instance retourne un objet de type object, mais ici un objet de type I. D'ailleurs, vous lui dites
Oui, je sais que c'est un objet de type object, mais moi, je sais que l'objet que tu es en train d'instancier, c'est un objet d'une classe qui implémente cette interface. Je connais l'interface, je ne connais pas la classe, mais je connais l'interface. Donc c'est pour cela qu'il faut faire un cast, n'est-ce pas? Alors si ici, donc vous faites un cast. Sous casting. C'est bon? Alors ici donc, si la classe que vous instanciez, supposons que vous avez instancié une classe qui n'implémente pas l'interface, ben le compilateur il ne va pas vous souligner en rouge. Mais au moment de l'exécution, il vous génère une autre exception. Voilà la dernière exception dont j'allais vous parler, ça s'appelle class cast exception. Class cast exception, d'ailleurs on va la voir après. Class cast exception, ça veut dire que vous êtes en train de caster vers un type qui ne lui correspond pas. Alors ici, donc, pour le moment, c'est une exception qui n'est pas surveillée. Donc c'est une exception qui n'est pas surveillée, ça veut dire qu'on n'est pas besoin de faire, on n'est pas obligé de faire un catch. Ok? Alors si vous laissez ça, alors maintenant vous voyez donc vos exceptions là qui sont là. Si vous voulez simplifier votre code, vous dites tout simplement exception. D'accord? Et même si vous voulez encore simplifier ça, vous dites je ne vais pas faire un try catch. Je laisse mon code comme ça. Mais là, il me dérange avec des caches. Alors je vais faire throws et je vais lui dire exception. C'est-à-dire, peu importe, moi je ne traite pas les exceptions. Et d'ailleurs, vous allez voir, la gestion des exceptions try catch, c'est un problème technique. Tu vois, c'est un aspect. On peut, avec Spring, on peut le régler à part. Donc vous n'êtes pas censé faire des try catch dans votre code parce qu'on peut le faire d'une manière séparée, carrément. Alors, on vient de réussir à créer une instance off. On a écrit 4 lignes, mais on en a parlé, on a discuté pendant 30 minutes. N'est-ce pas? Si on ne s'intéresse pas à la première ligne. Comment? On ne s'intéresse pas à la première ligne. À la première? New. C'est celui-là. Alors ici, donc j'ai mis en commentaire ça, donc je ne veux plus. Les? Scala. Scan. J'ai pas compris. Ah, oui. J'ai compris votre souci. Là, vous voyez ici, New Scanner. C'est ce que vous voulez dire. Ici, je n'ai pas utilisé New, mais là, j'ai utilisé New Scanner. Mais là, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que je suis en train d'instancier une classe Java. La classe, si vous la laissez comme ça veut dire que votre application, il va toujours fonctionner avec cette classe Scanner. Mais si vous me dites, la classe Scanner, il se peut que j'utilise une autre version, etc. Et là, il faut s'arrêter, il faut regarder l'interface implémentée par Scanner, il faut faire le même mécanisme, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que votre code, il n'y aura jamais de new. Mais quand je parle new des classes que vous avez créées. Parce que les classes que vous n'avez pas créées, c'est des classes qui font partie des librairies. Généralement, c'est que votre code est lié à une librairie, mais après, c'est vrai, même au niveau de l'utilisation des librairies, il y a moyen d'être lié à des interfaces au lieu d'être lié aux classes. Mais il faut comprendre d'abord comment faire l'injection des dépendances pour voir comment ça se passe. Effectivement, alors ce que je vous ai dit dans le new, là, ça ne s'applique pas. Parce que ça, c'est une classe. Si vous voulez créer une date système, new date. Vous n'allez pas quand même faire for name, n'est-ce pas? Vous pouvez le faire. For name java.util.date, new date. Vous pouvez le faire, mais new date, c'est la date système, ça y est, donc il n'y a pas de problème. Alors, on va vérifier ce que ça marche. On va faire system.out.println do.getData. Je ne connais pas la classe, mais je connais que l'interface. Est-ce que vous voyez dans mon code la classe DAO implémentation? Non. Alors, si vous exécutez, vous avez la méthode getData marche bien. Alors, vous avez fait beaucoup d'efforts peut-être que d'habitude. Au lieu d'utiliser new, vous l'avez fait d'une manière différente.
Alors cette manière-là, c'est ce qu'on appelle l'instanciation dynamique. Mais ce qui est bien dans cette conception, c'est quoi? Ce qui est bien, c'est que maintenant, supposons que nous avons une nouvelle version de la classe DAO. 6 mois après, on va créer une nouvelle implémentation. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une classe, c'est une extension, que je vais appeler DAO implémentation version 2, que je vais mettre dans un autre package, extension. Ça, c'est de la maintenance. L'application existe déjà, il marche. Maintenant, je vais la maintenir, dans la première version, on se connectait à la base de données. Dans la deuxième version, on me demande d'utiliser un web service. Alors, en tant que développeur, je vais me déplacer chez le client, ou bien chez moi-même. Je vais créer une interface, une classe qui implémente l'interface DAO. Je dois respecter quelque chose. C'est implémenter l'interface. Vous voyez donc le développeur qui a développé la première classe, ce n'est pas forcément le même développeur qui a créé cette. Il y a quelqu'un qui a développé, il y a un autre qui fait de la maintenance. Donc quand vous faites la maintenance, ça veut dire que vous créez parfois des nouvelles classes. Vous redéfinissez, vous êtes obligé de respecter le contrat imposé par le concepteur. Vous voyez donc le concepteur, il a créé une classe et après laisse les développeurs faire beaucoup de travail. Et pourtant le salaire du concepteur, c'est 3 fois mieux que le salaire d'un développeur. On va dire, c'est plutôt le développeur qui fait beaucoup de travail. Mais vous avez compris maintenant, parce qu'un concepteur, quand il conçoit une application, il est responsable de l'application. C'est-à-dire qu'il y a un développeur qui arrive, il développe des choses, il y a un autre qui arrive, il y a un autre qui va maintenir, mais le concepteur, il est toujours, c'est lui qui doit assurer que l'application va fonctionner, quel que soit le temps, c'est-à-dire facile à maintenir, etc. C'est pour cela que, pour être concepteur, parce qu'il y en a qui disent, dans ce cas-là, moi je préfère être concepteur, il n'y a pas de problème. Parce que ça paye très bien. Parce que pour être concepteur, il faut déjà avoir l'expérience en tant que développeur. On ne peut pas commencer à jouer le rôle de concepteur alors qu'on n'a pas vraiment l'expérience, parce que le développement c'est tout un processus. Mais une fois que vous avez de l'expérience dans le développement et vous avez assez d'expérience, vous pouvez être concepteur. Et si vous êtes concepteur, vous avez de l'expérience en tant que concepteur, à un moment donné, vous pouvez devenir architecte. Et quand vous êtes architecte logiciel, généralement, alors un architecte logiciel, il gagne en termes de salaire en un jour ce que le développeur gagne je ne vais pas dire en une année, mais c'est pas juste. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que les entreprises, parfois, parce que un architecte, c'est lui qui va poser d'abord l'architecture de l'application, qui va faire les choix de l'architecture. Et après, au niveau de la conception, on peut avoir un certain nombre de concepteurs qui vont superviser, qui vont concevoir différents modules. Et après, il y a des développeurs, mais le développeur, lui, il n'a aucune responsabilité. Le développeur, tout ce qu'il fait, il crée une classe qui implémente une interface, il écrit son algorithme, il exécute un test unitaire pour prouver que ce qu'il a fait est bon. Donc ça veut dire vous créez une classe, lui il crée une classe, mais après toutes ces classes-là vont être, ils vont être assemblées dans une application. Ça veut dire que parfois en tant que développeur, il se peut que vous participiez dans une application que vous n'avez jamais vue. Vous créez des composants qui vont être assemblés. Rappelez-vous tout à l'heure la voiture, n'est-ce pas? Celui qui a construit celui qui construit par exemple les injecteurs, qui fabrique les injecteurs, il fabrique un injecteur, mais il ne saura jamais que cet injecteur se trouve dans cette voiture. Pour lui, il fabrique des composants, mais ces composants-là vont être utilisés dans le processus industriel pour monter une voiture. Alors bref, donc supposons que je crée une nouvelle implémentation de cette interface. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Donc je vais mettre un commentaire. Donc je vais dire que ça c'est version web service.
Je vais même afficher un message version web service. Je récupère la donnée égale à 12 et je retourne data. Donc je viens de créer une extension pour maintenir l'application. Maintenant, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce que je dois faire dans l'ancienne application qui est déjà faite pour que l'application utilise cette version-là au lieu de l'ancienne version? Quelle est la solution? Allez vers le fichier de configuration, c'est un fichier texte. Et vous changez ici, et vous dites cette fois-ci, c'est quoi le package? Extension. La classe s'appelle DAO implémentation version 2. Vous n'avez pas changé le code source de l'ancienne application. Vous dites que l'application, elle est fermée à la modification. Elle est ouverte à l'extension. Vous l'exécutez. Vous voyez donc que vous avez 12. Vous avez votre application. Le calcul que je suis en train de calculer, le métier n'a pas changé. Mais je suis en train de faire mon métier, mais en utilisant une autre version d'une autre classe qui améliore mon application. Alors, c'est un simple exemple, mais ça explique le principe. Alors, tout à l'heure, je disais que vous savez ce que c'est fermé à la modification et ouvert à l'extension. Alors maintenant, à mon avis, vous savez le faire. C'est-à-dire, vous savez le concept, mais maintenant, vous savez comment le faire. C'est-à-dire, si vous êtes embauché, vous n'allez pas être expulsé dès le premier jour. C'est-à-dire, oui, l'application doit être fermée à la modification ouverte à l'extension. Vous lui dites, oui, je sais, parce que pour faire ça, il faut d'abord que j'utilise le couplage faible. Et si j'utilise le couplage faible, au moment de l'instanciation, au lieu d'utiliser l'instanciation dynamique, je vais utiliser l'instanciation, plutôt, au lieu de l'instanciation statique, je vais utiliser l'instanciation dynamique. Et vous avez compris une chose, c'est comme ça que les frameworks sont créés. Alors, tous les frameworks que vous allez utiliser pour les programmer, il n'y a que des interfaces et des for name new instance. Pourquoi? Parce qu'en fait, un framework, c'est quoi un framework? C'est une librairie de classes que vous créez, mais quand vous l'exécutez, lui, il va utiliser des classes qui vont être créées par le développeur. Ça veut dire que le framework va utiliser des classes que vous allez créer vous-même. N'est-ce pas? C'est un peu l'idée de base. Donc après, c'est presque la même chose. J'ai créé ici une application, mais l'application que je suis en train d'exécuter, regardez, c'est une application qui utilise une classe qui a été créée par vous-même. Vous créez une classe, vous exécutez l'application, c'est l'application qui utilise votre classe. Vous pouvez dire que le framework, c'est le principe de base, c'est ça. Mais est-ce qu'on a terminé le travail? Non, pas encore. Il nous reste encore. Il faut créer l'objet métier, il faut faire l'injection de dépendance. Alors pour cela, donc je reviens à l'application. Maintenant, je vais faire presque des copier-coller. Alors, je reprends ces trois lignes. Alors maintenant, peut-être pour quelques-uns parmi vous, ils peuvent voir c'est un peu compliqué, c'est-à-dire par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Mais si vous regardez finalement, la ligne, ça. C'est équivalent à les trois lignes. Trois. Next line, je lis le nom de la classe. Il faut d'abord le nom de la classe. C'est le nom de la classe. Le deuxième, charger la classe en mémoire. La troisième, c'est new instance. Hein? Là, ouais. Non, mais je veux dire, parce que scanner, vous allez l'utiliser pour toute le... C'est juste un exemple. Mais vous pouvez bien, par exemple, au lieu de scanner, vous dites... vous pouvez faire quelque chose que... Alors maintenant, pour faire la même chose pour le métier, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore faire la même chose. String. Alors, je l'écris exprès, pour voir un petit peu si vous retenez. Qu'est-ce qu'on va écrire? Métier, classe, name. Égal à quoi? Égal scanner, point, next, line.
Donc je lis la deuxième ligne du fichier texte. Je charge la classe en mémoire. Classe C métier égale classe.forName. Comment s'appelle la classe? Métier class name. Je vais créer un objet de la classe. Il est de quel type? Je ne connais pas l'objet, je connais l'interface. I métier égale C métier point new instance. Je fais un cast. N'est-ce pas? Vous avez remarqué que je suis en train de raconter la même histoire. Et après, vous allez dire, est-ce qu'il n'y a pas un framework qui fait ça? Oui, c'est Spring. Alors, quand on va voir Spring, vous allez voir que Spring qui va faire ce travail. Mais avant de voir comment Spring travaille, il faut que vous le fassiez vous-même. Vous êtes en train de faire votre propre Spring, en quelque sorte. Est-ce qu'on a terminé? Non. Il nous faut encore ça. La troisième ligne. 7. Parce que j'ai créé l'objet métier, l'objet DAO, l'objet métier, je dois faire 7. Alors pour faire 7, est-ce que je peux écrire, vous avez envie d'écrire quelque chose comme ça, métier.setDAO, ça ne marche pas. Est-ce que setDAO, vous ne l'avez pas? Est-ce que dans l'objet métier, vous avez setDAO? Non. Pourquoi? Parce que pour nous, métier, c'est quoi? Il est de quel type? De type e-métier. Or, dans l'interface e-métier, est-ce que nous avons déclaré set? Non, les setters, on ne les déclare pas dans les interfaces. Il est dans la classe. Donc, je ne peux pas faire... Si le setter est déclaré dans l'interface, le polymorphisme il va me régler le problème. Mais du moment qu'il n'est pas dans la classe, maintenant, je ne peux pas faire appel à la méthode setDAO d'une manière statique. Je devrais l'appeler également d'une manière dynamique. Ce qui vous reste, comment faire appel dynamiquement à une méthode? Comment invoquer dynamiquement une méthode d'un objet? Pour le faire, il faut créer un objet de type méthode. Méthode M égale. Je cherche une méthode de quelle classe? La classe s'appelle C métier. Point get méthode. Alors maintenant, comment il s'appelle la méthode? setDAO. Là, c'est une chaîne de caractères. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Alors, je cherche une méthode qui s'appelle setDAO, c'est-à-dire même le nom de la méthode, on peut le chercher dans un fichier, etc. Mais la méthode setDAO que j'ai ici, il a une signature, parce que je peux avoir plusieurs méthodes setDAO qui ont des signatures différentes. Mais celle que je vais appeler, c'est une méthode setDAO qui reçoit un paramètre de quel type? IDAO. Donc le deuxième paramètre ici, vous dites, il reçoit un objet de type IDAO.class. C'est comme ça, parce qu'en fait, dans Java, que ce soit les classes et les interfaces, ils sont chargés sous forme d'un objet de type classe. Ça, vous devrez le savoir. Maintenant, si vous faites ça, maintenant, qu'est-ce qui reste? Je vais appeler cette méthode, je vais l'invoquer. Et pour l'invoquer, vous utilisez méthode M, la méthode m.invoke. Je vais invoquer la méthode M sur quel objet? Sur l'objet métier. Et qu'est-ce que je lui ai transmis comme argument? L'objet DAO. Alors c'est un peu bizarre, parce que ça, ce que vous avez ici, vous le comprenez facilement. Regardez. Métier.setDAO. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis en train d'invoquer. Je suis en train d'invoquer la méthode. Comment il s'appelle la méthode? setDAO. Sur quel objet? Sur l'objet métier. Et qu'est-ce que je lui ai transmis comme paramètre? DAO. Eh bien, c'est la même chose ici. Je suis en train d'invoquer la méthode M. Et c'est quoi la méthode M? C'est setDAO. Sur quel objet? Métier. Et qu'est-ce que je lui ai transmis comme paramètre? C'est la même chose. Sauf que la première, c'est statique et la deuxième, c'est dynamique. Alors maintenant, pour savoir si ça marche, je vais appeler métier.calcul. Alors mon application calcul avec quelle version? Avec la version web service. Et si je me suis déplacé chez le client, j'ai réglé le problème, je suis parti chez moi, et le client il me dit la nouvelle version, la nouvelle technologie, ça marche pas.
web service, parfois ça marche, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il me dit, on aimerait bien revenir à la version précédente. Vous oubliez souvent ça. On aimerait bien, au moins l'ancienne version, ça marche tout le temps, il n'y a pas de problème. Alors si vous avez fait le couplage faible, qu'est-ce que vous allez faire encore? Vous allez prendre le bus, vous allez partir chez le client, vous allez encore programmer, maintenir, et vous revenez, n'est-ce pas? Mais maintenant, est-ce que vous avez besoin de faire ça? Non. Ben, vous lui dites, va vers le fichier texte, et tu vas écrire ici, DAO, implémentation, lequel package? DAO. Vous exécutez, vous voyez donc un résultat. Votre application marche toujours, mais avec l'ancienne version. Alors avec ça, vous avez maintenant compris comment créer une application fermée à la modification et ouverte à l'extension. Hassan Jidda. Alors, maintenant, juste 2 minutes, 3 minutes, parce qu'on n'a pas encore terminé. C'est bien de voir tout ça, mais maintenant, en réalité, regardez, le code que j'écris quand même comme ça, si je veux créer une grande application avec beaucoup de classes, beaucoup d'objets, si vous faites ce genre de travail-là, vous allez risquer à passer beaucoup de temps à faire que des for name, new instance, for name. Tout ça, c'est pour éviter le couplage fort. Mais pour ne pas le faire, il va tout simplement, la deuxième solution, au lieu d'utiliser l'instanciation dynamique, on va utiliser un framework qui permet de faire l'injection des dépendances. Donc ça, c'est l'injection des dépendances par instanciation dynamique. La troisième solution, c'est utiliser l'injection des dépendances en utilisant le framework, un framework. Lequel? Alors, parmi les frameworks, donc, comme je disais, donc, on peut utiliser Spring pour faire l'injection des dépendances, ou bien on peut utiliser CDI. Si vous utilisez un serveur d'application J2E, on peut utiliser donc CDI, donc, qui permet donc de faire également l'injection des dépendances. Alors, dans notre cas ici, si on va utiliser Spring, regardez bien. Pour utiliser Spring, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais créer un fichier de configuration. Ou avec l'équivalent du fichier texte que nous avons créé. Alors, sauf que Spring, pour lui, bon, le fichier, c'est un fichier XML qui doit respecter la structure qu'il faut avoir. Dans ce fichier-là, vous allez trouver beans. Et dans beans, vous allez déclarer des beans. Vous allez demander à Spring, je veux créer un bean de quelle classe? Vous mettez le nom de la classe, DAO, implémentation. Et vous allez lui donner comme ID quoi? D. Alors quand Spring va démarrer, il va lire ce fichier XML. Quand il va lire cette ligne, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire d'après vous? Il va prendre le nom de la classe, il va faire class.forName. Il va faire new instance. Il va créer un objet. Et après, il va le placer. Spring dispose d'une collection de type map. Vous savez que les collections de type map, vous avez key, value. La clé, c'est quoi? D. Et la valeur, c'est quoi? C'est cet objet. C'est clair? Je vais lui demander de faire la même chose. Crée-moi un objet de la classe DAO. Tu vas l'appeler D. Crée-moi un objet de quelle classe? Métier. Et tu vas l'appeler métier. Vous voyez donc tout le code que j'ai écrit tout à l'heure, for name, new instance, etc. Je n'ai plus besoin de le faire parce qu'en fait, c'est Spring qui va faire ce travail. Qu'est-ce qui reste? 7. Alors pour faire 7, regardez entre ici bin et slash bin. Entre bin et slash bin de la classe métier. Quand il va créer un objet métier, je vais lui demander d'accéder à une propriété qui s'appelle DAO. C'est-à-dire, il va chercher dans l'objet métier un attribut, une variable qui s'appelle DAO. En fait, une propriété, c'est un attribut qui est un setter. Parce que si DAO n'a pas de setter, ça ne marche pas. C'est quand vous dites property name DAO, automatiquement, il va chercher une méthode qui s'appelle set. Il va appeler la méthode set DAO de quel objet? Métier. Donc métier.set DAO. Et qu'est-ce qu'il va lui donner comme valeur? La référence, c'est quoi? C'est un objet qui s'appelle... Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de faire l'injection de dépendance.
Alors ça, en utilisant un fichier XML, en utilisant Spring. Et dans ce cas-là, l'application que vous allez créer, l'application Java, si c'est une application Java, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste faire appel à une classe qui s'appelle class path XML application context de Spring. Il faut lui donner quoi? Comment s'appelle le fichier de configuration? Donc si vous lui dites ça, Spring il va lire le fichier, il crée les objets, il les a déjà créés, il a déjà fait l'injection des dépendances. Après vous qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez cet objet-là, context, vous dites à Spring, context.getBean, donne-moi un bin dont le ID égale métier. Donc je connais que le ID. Si vous ne connaissez pas le ID, vous dites métier.class. Si vous connaissez juste l'interface, vous lui dites donne-moi un bin dans l'interface et métier. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher dans les objets qu'il a déjà créés. Il trouve l'objet métier, il vous donne la référence. Moi, je ne connais pas la classe, je connais que l'interface. Et qu'est-ce que j'appelle? J'appelle la méthode calcul. Donc, vous voyez donc la même chose. Mes objets, ce n'est plus moi qui va les créer. C'est qui va les créer? C'est Spring. Alors, c'est parce que maintenant, c'est Spring qui crée les objets de mon application. Donc, pour répondre à ta question, c'est parce que c'est Spring qui crée les objets de mon application. Ça veut dire que c'est Spring qui contrôle les objets de l'application. C'est Spring qui va contrôler le fonctionnement de mon application. C'est pour cela qu'on l'appelle l'inversion de contrôle. Ce n'est plus moi qui contrôle, c'est Spring qui contrôle. Donc la seule chose que j'ai besoin de faire dans mon application, comment démarrer Spring? Une fois que je démarre Spring, ça y est, c'est Spring qui va contrôler. Donc on dit que Spring c'est un conteneur, c'est lui qui contient mes objets. C'est clair? Alors juste après, au lieu d'utiliser le XML, parce que parfois XML c'est un peu lourd de créer des fichiers XML, de faire l'injection des dépendances, au lieu d'utiliser XML, on peut utiliser les annotations. Les annotations. Donc avec Spring, il y a deux versions. Il y a la version XML, version annotation. Je n'ai la version annotation. Regardez. Dans l'interface, quand je crée la classe DAO implémentation, je vais utiliser la notation component D. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la notation component de la classe, ça veut dire quoi? C'est comme si tu demandes à Spring, quand tu démarres, crée-moi un objet de cette classe et tu vas l'appeler D. Donc c'est بحال داكشي اللي درنا في XML. Au lieu de mettre bin, ID, classe, XML, la notation ça remplace. Donc vous n'avez plus besoin du fichier XML. La même chose, la classe métier. Quand je lui demande au démarrage, crée-moi un objet de cette classe, je ne lui donne pas le nom du bin. Par défaut, il va choisir un nom qui contient le nom de la classe et le package. Donc parfois, je n'ai pas besoin de connaître le nom du bin. Qu'est-ce qui reste? J'ai dans la classe métier, j'ai un objet de type DAO. Maintenant, je dois lui dire de faire set, n'est-ce pas? L'injection des dépendances. Alors, comment je vais faire l'injection des dépendances? Je vais lui demander ça avec la notation AutoWire. En fait, AutoWire placé juste après cette variable DAO, ça signifie que c'est comme si je suis en train de dire à Spring, quand il va me créer un objet de cette classe, cherche-moi dans la liste des objets que tu as déjà créés, cherche-moi dans les objets que tu as déjà créés, s'il y a un objet qui implémente cette interface. Si tu trouves un objet qui implémente cette interface, affecte-le à cette variable. Vous voyez donc pour vous, la variable, elle est nulle, n'est-ce pas? Mais quand vous exécutez l'application, la variable n'est pas nulle. Parce que Spring, quand il va créer l'objet, il va placer, il va injecter un objet. Donc si vous faites ça, dans la majorité des cas, quand on va travailler avec Spring, on va trouver beaucoup des annotations comme ça, AutoWire. AutoWire, ça veut dire inject. Ça veut dire l'injection des dépendances. Alors voilà, donc cette dernière partie concernant Spring, je vais la reprendre le cours prochain. Mais dans les démonstrations vidéo que je vais vous envoyer, sous forme de liens et de supports, vous trouverez déjà comment faire ça. Donc logiquement, dès demain ou dès cette semaine qui vient, vous essayez de travailler ce premier TP et de comprendre le principe parce que c'est l'un des cours les plus importants. Ça permet de démarrer avec les bonnes bases. Si vous remarquez bien,
Ça, c'est juste un retour en arrière. C'est toujours la programmation orientée objet. Il n'y a pas de J2E jusqu'à présent, n'est-ce pas? Alors, sauf que c'est maintenant la philosophie qui va changer. Oui? C'est bon? Une question, oui? Alors, supposons que vous avez votre collègue, il dit que supposons que vous avez créé deux implémentations, c'est ça? Alors, si vous créez deux implémentations, il y a des solutions. Parce que d'ailleurs, ce que je ne vous ai pas montré ici, c'est ça? C'est que si vous travaillez avec les annotations, dans votre application, vous allez faire ça. New annotation config application context, et vous lui demandez quels sont les packages qu'il va scanner. C'est-à-dire, c'est comme si vous lui dites au démarrage, scanne-moi toutes les classes qui se trouvent dans ces deux packages. Si tu trouves une classe qui contient l'annotation component, tu vas l'instancier. Donc ça veut dire que par la suite, je peux par exemple lui spécifier les packages il va prendre le package extension ou bien le package DAO. C'est-à-dire on peut le spécifier également d'une manière dynamique. Le problème est réglé. Donc il y a une solution. On va en parler la prochaine fois.